Oui? OK, parfait. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est un extrait un peu du travail de recherche que j'ai fait, qui visait, pardon, à essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'une maison pour les Inuits, pour essayer de voir ensuite comment on peut traduire cette idée de la maison en architecture, donc en forme bâtie, construite, qui répondent finalement, davantage à leurs attentes, puis pas seulement les attentes en termes de forme matérielle, mais aussi leurs attentes en termes de savoir qu'est-ce qu'une maison pour les Inuits. Je vais vous présenter principalement ce qu'on appelle l'univers symbolique, puis vous expliquer aussi c'est quoi la différence entre univers symbolique et univers matériel. Premièrement, pour une brève, mise en contexte, j'ai mis une petite frise ici pour vous montrer qu'en l'espace d'une période assez courte, environ 60 ans, les Inuits sont vraiment passés d'une habitation qui était l'igloo ou la tente, qui était vraiment une habitation qui répondait à leur culture, qui était fabriquée par eux-mêmes, selon leurs besoins, leur environnement, leurs gestes, leurs pratiques. Vers une architecture qui aujourd'hui est une maison, qui est importée, qui, arrive par bateau, qui n'est pas conçue sur place, qui n'est pas non plus gérée, réparée sur place, qui est pas forcément implantée selon le climat, les besoins, qui répond pas forcément aux pratiques culturelles. Donc finalement, en l'espace d'environ une génération, le lien finalement symbolique et matériel entre l'habitant et la maison s'est fortement érodé. Mais on constate quand même aujourd'hui que les Inuits utilisent encore les maisons selon leurs pratiques et leur mode de vie, soit par exemple en mangeant au niveau du sol ou en faisant des ajouts ici, sur les maisons pour les adapter finalement à leurs besoins, à leurs pratiques et à l'environnement local. Comme vous avez au début fait les questions que j'essaie de répondre, c'est un peu, qu'est-ce que signifie la maison pour les Inuits? Quelles sont leurs attentes à la fois symboliques et matérielles? Puis comment, une fois qu'on a compris quelles sont ces attentes et ces qualités, architecturales, comment on peut les transformer et les intégrer dans la conception des maisons? Premièrement, donc un petit, aparté, théorique. Qu'est-ce qu'une maison? Selon Louise Kahn, la maison se divise en 2 univers. Donc il y a ce qu'on appelle l'univers symbolique, qui est un concept beaucoup plus, cognitif, beaucoup plus flou, qui répond à la question «Quoi?» Qu'est-ce qu'une maison? Et puis ce concept, symbolique et cognitif est propre à chaque culture et même à chaque personne et donc c'est une idée de la maison qui se transmet de génération en génération. Puis enfin, il y a l'univers matériel qui est vraiment l'espace physique, donc la forme bâtie de la maison telle que vous la connaissez, qui répond vraiment à la question «Comment?» Comment on construit cette maison? Comment on la construit selon cette idée justement symbolique de la maison? Et c'est justement là, je pense, qu'est notre rôle un peu d'architecte, c'est d'essayer de comprendre cet univers symbolique, cette idée de la maison pour voir comment on peut la traduire en univers matériel, donc en espace physique construit et bâti. Cet univers symbolique, comme je disais, est propre à chaque culture, voire même à chaque personne et dans la culture inuite, à travers la littérature que j'avais étudiée, je me suis rendu compte que cet héritage, cet univers symbolique est lié, à la fois à l'héritage culturel de la culture nomade qui se transmet par bouche-oreille de génération en génération, mais il est aussi influencé par toutes les, influences, j'appelais exogènes, mais qui viennent principalement du sud. Il faut savoir que la plupart des jeunes de votre âge n'ont jamais vécu dans l'igloo ou dans la tente, comme ont pu le faire, leurs ancêtres. Donc les générations d'aujourd'hui sont un peu, dans comment dire ça? Dans cet entre-deux, entre tout ce qui est hérité de la culture inuite nomade et la culture, telle qu'elle a évolué aujourd'hui. Et certains auteurs parlent de cette construction hybride, de la manière inuite, c'est-à-dire que c'est une quête de sens finalement entre aujourd'hui et hier, donc essayer de trouver une identité entre hier et aujourd'hui, entre cet héritage puis les influences, actuelles, importées de l'extérieur. Donc l'univers symbolique est vraiment basé sur ce mélange culturel. À travers finalement, mon travail de recherche, j'ai essayé de définir la maison inuite. Bon, c'est très difficile d'avoir une définition très, simple en une phrase. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'améliorer cette compréhension en regroupant cette définition sous 3 grandes familles de définitions. Il y a tout d'abord, ce que j'appelle la maison territoire, donc la maison en lien avec son environnement direct et avec le territoire. La maison sujet, puis la maison famille. Donc je vais passer à travers ces 3 définitions. Puis j'ai représenté ces 3 définitions sur un grand cercle continu, parce que je pense qu'il y a pas de limite franche entre chaque définition. Puis vous allez le voir même dans mon discours, des fois il y a des choses qui je pense sont continues entre ces 3 définitions, puisque le but c'est d'apporter vraiment une vision globale de qu'est-ce qu'est une maison dans la culture inuite.
Je vais commencer par la maison territoire. Dans la culture inuite, la maison est vraiment perçue comme un micro-territoire, donc comme un petit univers dans lequel les habitants, la forme enfin le bâti même de la maison et les pratiques ne font qu'un. Et ce petit univers fait également partie de Nuna. Donc il n'y a pas de frontière et de distinction entre ce qu'est la maison et ce qu'est Nuna, le territoire. La maison est vraiment un micro-environnement, qui s'étend même en dehors de la maison et qui fait partie intégrante de ce qui est Nuna, donc le territoire, des Inuits. La maison est également perçue comme un habitat-centre, c'est-à-dire que c'est un point de départ pour aller voir le monde, un point de départ vers le territoire, vers les lieux de chasse, de pêche, de cueillette et cetera, et finalement la maison est l'endroit où l'on revient toujours. Donc ça marque vraiment encore cette empreinte, de la culture nomade encore dans cette symbolique de la maison, où la maison est ce point d'ancrage et de repère de tous ces mouvements de va-et-vient, propres donc, à la culture nomade. Le territoire est encore aujourd'hui, je dirais même aujourd'hui, finalement, le territoire est encore vu comme le véritable chez-soi des Inuits, en opposé parfois à la maison contemporaine. Le territoire a toujours été vu comme un lieu de ressourcement et un véritable, refuge de l'identité inuite. Le territoire est marqué par, la mobilité, mais également par un rapport collectif. C'est-à-dire que le territoire appartient à tous et tous appartiennent au territoire. Il n'y a pas de lot privé. On le voit également dans, la libre circulation. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu analysé à l'échelle urbaine les villages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sentiers informels, des tracés, entre les maisons, entre les bâtiments, parce qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Tout le monde peut circuler, où il le souhaite finalement sur le territoire, et donc il existe encore un rapport collectif au territoire qui est très fort. Enfin, la maison sujet. Donc la maison sujet, c'est un concept peut-être plus, abstrait ou spirituel. Je vous ai mis une phrase ici qui avait été, retrouvée par un chercheur, d'un ancien Inuit qui disait qu'à l'époque finalement où ils étaient nomades, il suffisait de penser à où est-ce qu'on voulait aller pour que les maisons, pour que les maisons apprennent tout ce qu'il y avait à l'intérieur et se déplacer avec les personnes, et en ce sens finalement, il considérait que la maison avait comme une âme, et que la maison donc suivait la personne où elle se déplaçait. Donc il y avait vraiment un lien spirituel entre l'homme et l'habitation. La maison était vraiment vue, également comme un corps protecteur. Donc c'était une personne finalement à part entière avec son âme et son corps. Puis d'ailleurs dans le vocabulaire inuit, beaucoup de mots du vocabulaire, en lien avec le corps féminin se retrouvent aussi pour décrire des parties de la maison. On voit également, j'ai mis ici un extrait d'un plan d'un igloo. On voit que ce plan a aussi une forme très, utérine, donc la maison avait vraiment un rapport avec le corps féminin qui devenait un lieu de protection de ses habitants. Donc Collignon disait que la maison est un peu comme une méta-personne, donc une personne un peu à part entière qui protégeait ses habitants, et donc ceux qui habitent ensemble, ceux qui respirent le même air, donc la maison crée un sentiment d'appartenance et d'identité à ceux qui vivaient ensemble dans la même maison. Hem, la maison sujet, je dirais aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui les Inuits donc ne vivent plus dans des igloos, dans des tentes, donc on observe que ce rôle protecteur s'est vraiment érodé au fil du temps, même si certains mots du vocabulaire féminin de la maison persistent encore aujourd'hui, mais beaucoup ont disparu, ne sont plus utilisés pour décrire la maison, pour prouver justement que cette érosion du rôle protecteur, de plus en plus actuelle. Donc il existe vraiment un sentiment de détachement par rapport à la maison, l'accepter telle qu'elle est, mais on fait avec, mais voilà, ils n'ont plus vraiment ce sentiment d'attachement comme il y avait avant, notamment par rapport à l'inconfort des maisons, puis au fait que les maisons ne sont pas forcément non plus adaptées à leurs pratiques, à leur façon de vivre, à leurs gestes quotidiens. Mais comme je vous l'ai montré quand même auparavant, les Inuits continuent quand même à transformer, modeler un peu ces maisons pour essayer de les adapter, à leur mode de vie, actuel. Je vais terminer sur la maison famille. Donc la maison est un lieu également de regroupement familial. Quand je parle de famille, je parle pas du noyau, père, mère, enfant. La notion, je pense, de famille dans le concept inuit est beaucoup plus élargie et s'étend même souvent à l'échelle du village et de la communauté. Les visites sont très présentes, dans les villages inuits, donc c'est pas rare de voir les gens simplement se déplacer de maison en maison pour rendre visite à la famille. Dawson, dans son étude en 2003, s'est même rendu compte que 72, donc les 3/4 des déplacements avaient pour but finalement de rendre visite à la famille élargie.
Puis ces visites viennent réactiver en permanence les liens entre les membres d'un groupe et consolider, pardon, les liens familiaux, puis cette notion de vivre ensemble à l'échelle du village. Les visites sont souvent accompagnées de partage de nourriture, et d'activités et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la forte utilisation des espaces communs qui deviennent vraiment ces lieux de vivre ensemble, de visite entre les familles. Il n'est pas rare non plus de voir des fois des enfants d'autres familles dormir dans d'autres maisons, sur les canapés ou même le sol dans les espaces communs et c'est ce que les Inuits appellent le concept de family togetherness, donc de vivre ensemble familial, si on peut le traduire en français, qui aujourd'hui est encore très présent et très valorisé dans la culture, inuit. Ainsi, la maison était vue comme un espace de parole. Donc un espace de parole, c'est-à-dire c'est un lieu de transmission du savoir. Donc à l'époque de l'igloo, la famille était toujours dans un seul et même espace unique, donc c'était facile pour les enfants de voir comment faisaient leurs parents, leurs grands-parents et ainsi apprendre les gestes et les histoires et les paroles. Hem l'espace de parole était également un lieu de résolution des conflits, donc on pouvait se parler ouvertement dans cet espace. Donc l'espace de parole était vraiment un lien, un espace qui était vraiment nécessaire au bon fonctionnement des relations sociales, familiales au sein d'une même maison. Aujourd'hui, donc cette notion de famille, pareil, j'essaie toujours de faire le paradoxe avec, l'actualité, elle a quand même fortement évolué. Ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est une montée de l'individualisme, notamment chez les jeunes qui veulent aujourd'hui avoir leur propre chambre, leur propre espace. Il faut savoir que le contexte aussi est différent. Les maisons parfois sont surpeuplées, il peut y avoir des violences qui éclatent justement, en lien avec ces surpeuplements et du coup, les jeunes cherchent de plus en plus à avoir un peu leur espace intime, leur espace à eux. Puis les maisons, du fait qu'elles soient très compartimentées avec beaucoup de murs et d'espaces clos, ça vient aujourd'hui limiter cet espace de parole qui était cet espace de transmission et de résolution de conflits. Puis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'espace, urbain devient un micro-lieu souvent de rassemblement pour les jeunes. Donc les jeunes se rassemblent souvent dans des petits espaces urbains, ça peut être en avant de l'aréna, sur les bords de lacs, et peuvent, ainsi se rencontrer. Donc ça continue finalement à activer cette idée de visite, de lien, social et familial, mais pas forcément à l'intérieur de l'espace domestique, mais également à l'échelle vraiment, du village. Donc je pense que c'est intéressant à noter justement que cette notion familiale et collective se joue davantage à l'échelle de la communauté, du village qu'à l'échelle même domestique. Je termine là-dessus, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'ai mis ici quelques idées, pistes de réflexion, je pense qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes pour travailler sur le logement collectif, notamment dans le rapport au territoire, dans cette idée de vivre ensemble, dans cette idée aussi du quel serait le rôle de l'habitant. Ça, je pense qu'Ariane va un peu plus, l'aborder. Hem, puis, c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, là-dessus. Est-ce qu'il y aurait des questions qui vous brûlent les lèvres ou on attend la discussion après coup?